Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans cet épisode 9, un épisode très technique sur le AdTech et MarTech. AdTech pour Advertising Technology et MarTech pour Marketing Technology. Juste avant, un petit passage du côté du site internet pour une petite amélioration que j'ai faite et que je vous montre. C'est par rapport au workshop Économusique, donc à rendre. Alors, il y a une nouvelle disposition, la date, je le mettrai dans le chat tout à l'heure, pas dans le chat, pardon, dans les messages Teams tout à l'heure. On est passé du 2 mars au 4 mars. Ça, c'est grâce à Arthur qui a demandé 2 jours de plus. Et j'ai dit, Arthur, tu l'as bien demandé, donc vous avez droit à 2 jours de plus. Donc, je vous rappelle les consignes qui sont sur le site. Ici, vous les connaissez. Donc là, c'est plus le 2 mars, mais le 4 mars. Et je vous ai réécrit ici, je l'avais dit à quelqu'un la dernière fois par oral, mais je vous ai remis ici les 9 pages, c'est entre 9 et 11 pages, ça dépend d'un point, que j'attends pour ce fameux travail de groupe. Donc page 1, titre, page 2, ES, Executive Summary, page 3, Persona, page 4, c'est le parcours avec les graphiques, avec les 20 points de contact, qui peut prendre une page ou deux. Donc j'ai mis page 4, ça pourrait être éventuellement 4 et 5. Page 5, pareil, c'est le parcours, mais au format tableau, donc ça peut prendre une ou deux pages, donc c'est soit 5, soit 5 et 6. Page 6, juste le screenshot avec le lien vers Marvel et les prix pour la partie MVP. Page 7, le calendrier de contenu avec juste un screenshot et pourquoi pas, enfin pas pourquoi pas, avec de manière certaine le lien vers Airtable. Page 8, le Sales Funnel qu'on a vu la dernière fois. Et page 9, le fameux parallèle avec le monde du sport. Donc j'ai mis ça à jour ici. Là, c'était l'épisode du 19 sur les outils. Épisode d'il y a 2 jours, le 24, sur le Sales Funnel avec le dernier quiz à faire, donc épisode 8, quiz 8. Et on est aujourd'hui sur l'épisode 9, 26 février. Donc on parle de AdTech, Advertising Technology, de MarTech, Marketing Technology, et de e-advertising, donc la publicité digitale. Il y aura la vidéo qui va arriver juste après et il n'y a pas de quiz. Donc enfin, finitos les quizos. On est maintenant tranquille. Il n'y a plus que ce travail de groupe pour lequel vous venez d'obtenir grâce à Arthur. Alors il y a plusieurs Arthur. Salut Boris qui est arrivé au passage. Il y a plusieurs Arthur et le Arthur qui a obtenu les 2 jours de plus pour passer du 2 mars au 4 mars. C'est Arthur Gervais, notre fantastique athlète d'athlétisme qui fait le 1500 et le 3000. Donc bon courage à Arthur et merci d'avoir négocié pour toute la classe. Boris, j'ai un petit mot pour toi tout à l'heure sur ton classement dans l'école. Normalement, je ne le donne pas comme ça à haute voix pour tout le monde. Mais, comme tu es maintenant le nouveau second de la classe, juste derrière Raphaël, donc là j'ai ici présent Raphaël le premier de la classe et Boris le second de la classe. Donc bravo Boris pour cette deuxième position. Tu as fait tous les quiz. Tu es toujours dans le groupe 4 si les choses n'ont pas changé. Et donc bravo à toi, bravo à Raphaël et bravo par avance à tous les autres qui vont difficilement compléter leur quiz. Je vous rappelle, la meilleure manière de faire le quiz, c'est bien sûr d'avoir le cours sous les yeux, d'écouter le cours. Alors certains me disent que le cours, ils arrivent à l'écouter en 1,5. Bravo, génial. J'espère que je parle pas trop vite en 1,5. Ils l'écoutent en 1,5. Ils font le quiz en même temps. Ça veut dire que si tu l'écoutes en 1,5, globalement, tu fais le cours en 3 quarts d'heure, 40 minutes. Donc 40 minutes pour faire le cours, le quiz et avoir un petit vin au passage, c'est pas mal payé, donc bien joué les gars. On continue comme ça. Donc épisode 9, on attaque l'épisode 9. Vous savez qu'avant chaque épisode, je fais un petit Previously in 180 seconds, so 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a vu auparavant? On a vu le fameux AAARRR, le fameux funnel, avec tout ce que ça comporte. Je ne vais pas le refaire, on l'a fait il y a 2 jours, mais vous avez à chaque cours la fiche récapitulative du cours précédent. On va pouvoir passer maintenant sur un cours qui nous intéresse aujourd'hui. Ça, c'est une petite slide que j'ai faite en plus pour bien montrer
quelque chose d'extrêmement important, et cette chose importante, c'est l'imbrication du marketing et de l'UX, qui sont aujourd'hui, à mon avis et à mon sens, et c'est ce que j'essaie de développer, qui sont quasiment synonymes. Le terme de marketing, c'est un mauvais terme, c'est un moche terme, il n'a pas su être défendu et il connote quelque chose d'un peu négatif quand on dit que un produit est un produit marketing. Encore pire, on verra dans le cours prochain l'économie des créateurs, et quand on dit qu'un influenceur est un influenceur marketing, ou qu'un KOL est un KOL marketing, ou c'est une personne marketing, tout de suite on se dit ah là là, c'est un truc un peu négatif, un peu péjoratif, il va essayer de me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Donc le mot de marketing est un petit peu connoté négatif, même beaucoup je trouve, alors que le terme de UX, faire vivre une bonne expérience aux utilisateurs, bah là c'est vraiment synonyme, c'est la même chose. Mais UX, ça apparaît comme quelque chose de sain, quelque chose de, j'ose pas dire de noble, mais allez, disons-le, de noble, quelque chose de gentil, de bienveillant, alors que dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai fait cette petite diapositive marrante entre le marketing et l'UX. Alors je ne sais pas si c'est réussi, pas réussi, vous me direz comment vous la trouvez. On rentre dans le corps de notre sujet aujourd'hui, donc le digital advertising, ou la publicité digitale, ou IADV comme vous voulez. Tout ça, ce sont des synonymes, et on va rentrer dans ce cours très technique. Encore une fois, je suis désolé, tout comme le cours sur le sales funnel, il y a plein de mots anglais, il y a plein d'acronymes, il y a plein de termes techniques, mais il n'y a pas moyen de l'aborder autrement que d'employer les bons termes, parce que c'est les termes qu'on emploie dans le métier, et moi je vous forme à un métier, donc vous devez apprendre ces termes. Alors c'est peut-être un petit peu dur d'apprendre à la fois le cours, les termes en même temps. J'ai mis un glossaire, comme ça vous savez où il est sur le site, hein, il y a un glossaire de tout, et là à la fin de ce cours qui est un petit peu trop technique, c'est vrai, j'ai mis un autre glossaire. Donc déjà, savoir de quoi on parle avant de rentrer dans le détail. On parle d'un marché, donc la communication, qui est un marché qui fait globalement, on va arrondir, 36 milliards d'euros pour la France. Hein, donc on parle bien d'un marché extrêmement important. C'est pas du vent, c'est pas du blabla, on parle de 36 milliards d'euros consacrés à la communication, avec bien sûr une partie pour les 5 grands médias habituels, hein, télé, radio, affichage, presse, cinéma. Cinéma étant quasiment inexistant aujourd'hui, mais bon, il existe toujours, on le cite. 8 milliards pour ces 5 médias tradis, et le digital, carrément 11 milliards, avec le search. Vous savez qu'on a fait un cours sur le search quand on a parlé de SEO, SEA, GEO, etc. etc. Et bien, tout ce search fait partie du digital, bien sûr, tous les displays, le social, les médias, et tout le DOOH qu'on va voir aujourd'hui, la CTV qu'on va voir aujourd'hui, etc. Tout ça, ça fait un petit 11 milliards, ou un gros 11 milliards d'euros de dépenses, d'investissements. Donc on est sur des choses qui sont lourdes, hein. C'est pas juste 3 petites pubs comme ça qui se font à droite à gauche. On est sur du 36 milliards, du 11 milliards, on est vraiment sur quelque chose d'important. Avec une grande différence, et vous savez que je vous mets les choses importantes au début du cours. Si vous comprenez ça, vous avez compris la suite du cours, et vous avez compris pourquoi on est dans ce monde digital. Je vous rappelle les 3 grands piliers du digital, et on va les retrouver ici. 1, le user, 2, le parcours, et 3, la data. Et dans ce monde digital, on passe de quelque chose qui s'appelle l'achat d'espace. Ça, c'est le XXe siècle, le début du XXIe siècle. On achetait de l'espace publicitaire. C'est-à-dire qu'on disait, moi, mes clients, ils lisent Libération, ou mes clients, ils lisent Le Figaro, comme vous voulez, ou mes clients, ils regardent TF1, ou mes clients, ils regardent M6, comme vous voulez. Et bien donc, je vais acheter de l'espace sur Libération, Le Figaro, TF1, M6. Donc, j'achète de l'espace.
Parce que je pense que mes clients regardent, lisent, écoutent le média sur lequel j'achète de l'espace. Mais vous comprenez bien que si on cible, admettons, que les hommes, et qu'on achète le JT de TF1, enfin après JT, le 20h40 de TF1 le dimanche soir, il y a bien sûr des hommes qui regardent, mais il y a aussi des femmes. Et admettons qu'il y ait 45% de femmes ou 55% de femmes, peu importe, c'est jamais 50-50, hein, c'est toujours un 45-55 ou dans l'autre sens. Eh bien, vous avez acheté l'espace, vous avez payé pour, admettons, 3 millions de téléspectateurs, mais il y a la moitié de femmes, ou si vous achetez des produits pour femmes, il y a la moitié d'hommes. Donc, vous avez acheté de l'espace, et dans cet espace, il y a des gens qui ne font pas partie de vos clients, pour lequel vous payez. Donc ça, c'est la stratégie publicitaire 20e siècle, début du 21e siècle. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de complètement différent qui s'appelle l'achat d'audience. On n'achète plus un espace publicitaire dans un endroit prévu à cet effet, on achète une audience. Et on dit, moi, je suis intéressé par les hommes 35-45, et bien donc, je vais acheter cette audience. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que peu importe que ces hommes 35-45 regardent telle chaîne, lisent tel média, consultent tel site ou fassent ceci, peu importe, votre pub, votre message publicitaire, il va se retrouver en face d'hommes, et vous ne payerez que pour ça des hommes 35-45. Donc on passe d'un système d'achat d'espace où on sait par étude qu'il y a plus de ceci ou moins de cela qui fréquentent cet espace, à un système totalement différent, mais qui n'est possible que parce qu'on est dans le monde digital avec de la data, avec des personas et on connaît le parcours. Eh bien, quand quelqu'un qui fait partie de votre cible arrive sur le site de l'équipe ou arrive sur le site de Doctissimo ou arrive sur tout autre site qui fait de la pub, eh bien lorsque votre cible arrive sur ce site-là, eh bien tout de suite votre publicité va venir s'insérer pile au moment où la personne regarde. Et si c'est quelqu'un d'autre qui regarde le même site, il aura une autre pub qui correspond à son ciblage à lui. On appelle ça des cohortes. Donc si vous avez compris ce grand distinguo du passage de l'achat d'espace à l'achat d'audience, vous avez déjà compris quand même pas mal de choses. Donc là, je vous le montre en détail, mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Achat d'espace, on négocie un emplacement publicitaire et on espère que son audience va le regarder. De l'autre côté, on est sur un achat d'audience. Donc, c'est un peu moche à dire, hein, excusez-moi de le dire comme ça, on achète des visiteurs. Alors on n'achète pas des visiteurs, hein, vous avez compris, on achète le fait de montrer notre message publicitaire à un visiteur précis, c'est ce qu'on appelle de l'audience planning par rapport à opposer ici au média planning. Donc voilà déjà une première chose extrêmement importante à comprendre. Autre chose, autre concept extrêmement important, c'est le reach, qui s'écrit R-E-A-C-H, et puis les impressions. Alors les impressions, c'est très 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 simple, mais ça ne devrait pas s'appeler impression, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle impression. Ça n'a rien à voir avec le fait d'imprimer sur du papier, alors que le nom veut quand même dire, hein, impression, ça veut dire imprimer sur du papier. Ben non, pas du tout. Une impression, on appelle ça impression, je ne sais pas pourquoi, ça vient de l'anglais peut-être, impression, j'en sais rien. C'est tout simplement un affichage. Alors ben, il faut le savoir, c'est pour ça que je vous le dis. Et le reach, c'est le nombre de personnes que vous soumettez à votre message publicitaire et qui vont éventuellement ou pas cliquer. Et vous comprenez là déjà la suite du discours que je vais faire. Il y a deux manières de payer la publicité. Soit on la paye au nombre d'impressions, c'est-à-dire qu'au nombre de gens qui voient votre message,
ou on la paye au nombre de gens que l'on touche à travers un clic. Et donc c'est pour ça qu'on a cette distinction du reach. Donc quand vous faites, vous, ou n'importe qui, hein, n'importe quelle marque, quand vous faites une interaction publicitaire, vous affichez un message pub, mais vous devez être capable de calculer le reach et l'impression. L'impression est toujours supérieure au reach, parce que le reach, ça compte le nombre de personnes uniques que vous touchez. Donc si vous allez 5 fois de suite aujourd'hui sur le site de l'équipe, vous allez voir 5 fois la même pub. Ça va compter pour 5 impressions. Et je vais même plus loin. Vous allez sur le site de l'équipe, vous avez, bien sûr, si vous y allez avec votre mobile, vous avez le site qui s'affiche ici avec une pub qui va être ici. Et puis, vous le savez, il y a une pub qui est en dessous, que vous ne voyez pas, parce que pour la voir, il faut scroller une fois et scroller une deuxième fois. Mais la pub qui est en dessous, là où est ma main, tout en dessous, que vous ne voyez pas, eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça compte pour une impression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pour que leur pub s'affiche à un endroit où les yeux du visiteur ne vont pas. Donc une impression, c'est on a envoyé l'image de la pub à travers le réseau. Et après, peu importe qu'elle soit visible ou pas visible, ça compte pour une impression. Donc l'impression, vous comprenez, c'est très très gros. Il y a beaucoup d'impressions et on a beaucoup moins de reach, puisque le reach, c'est le nombre de personnes qui auront vu réellement cette publicité, ou si vous êtes sur un réseau social et que vous postez quelque chose, bah le reach, c'est le nombre de personnes qui ont vu, à défaut de le lire, à défaut de l'entendre, à défaut de le voir jusqu'au bout. C'est des gens qui auront vu au moins, il y a une règle très précise, c'est 2 secondes, alors c'est très bizarre, hein, mais, les gens qui ont vu au moins 2 secondes votre vidéo qui fait 1 minute, ben, à 2 secondes, ça compte pour le reach. Et on ne compte pas 2 fois les mêmes personnes. Donc on a des définitions du reach, de l'impression. Et bon, le clic, bien sûr, il n'y a pas besoin de le définir, hein. Vous savez ce que c'est qu'un clic, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur le lien. Donc le reach, c'est la portée du contenu, mais ça va être plein de personnes uniques. Et l'impression, c'est le nombre d'affichages, même si elles ne sont pas vues, même si elles ne sont pas visibles, et même si c'est la même personne qui voit 1 fois, 2 fois, 3 fois la même pub, ça va compter comme impression. Donc bien sûr, vous n'avez pas intérêt à acheter vos pubs à l'impression, parce que ça va vous coûter très très cher. Et donc là, on tombe sur les méthodes d'achat de publicité. Donc soit on achète au PPC, le pay per click ou prix par clic, soit au CPM, coût pour 1000, soit au CPA, coût pour action. Alors, quand on paye au clic, c'est clair et c'est net, le nombre de personnes qui cliquent sur le lien de la pub ou sur le lien du mot-clé, attention, hein, même s'ils n'arrivent pas sur votre site, ils ont cliqué, vous payez. Donc là, le prix du clic, ça va être entre, pour les moins chers du monde, 10 centimes du clic, et pour les plus chers, ça peut être 5, 6, 10 euros du clic. Donc entre 10 centimes et 10 euros, vous voyez, la fourchette est très très large, hein, entre 10 centimes et 10 euros du clic. Alors que le CPM, coût pour 1000, c'est le nombre d'impressions. Donc là, 1000 impressions, et je précise, si vous avez vraiment pas de chance, hein, c'est rare, mais ça existe, si vous avez vraiment pas de chance, vous payez pour 1000 impressions, donc votre pub va être envoyée 1000 fois à travers Internet, mais peut-être qu'elle ne sera vue que 0 fois. Parce qu'elle sera toujours, on appelle ça above the fold, le fold c'est le pli, en dessous du pli, c'est-à-dire qu'il faut scroller pour la voir. Et si le site sur lequel vous êtes ne donne pas envie de scroller ou les gens ne scrollent pas, eh ben, votre pub ne sera jamais visible, mais elle aura été, c'est pour ça que j'ai précisé ce qu'était l'impression, elle aura été affichée ou vous aurez eu 1000 impressions,
même si ces impressions ne sont pas visibles, vous payerez quand même. Et là, ce qu'on paye pour un CPM, c'est entre 10 euros et 100 euros pour 1000 impressions, donc pour 1000 affichages. Attention, vous pouvez payer 10 euros pour 1000 affichages, et vous avez compris, et que finalement, personne ne voit votre pub, et donc personne ne clique sur votre pub, et donc personne n'arrive sur votre site. Comme vous pouvez être très chanceux, et payer 10 euros pour 1000 impressions, et avoir 1000 personnes qui voient réellement votre pub, qui la regardent jusqu'au bout, et 1000 personnes qui cliquent. Bon, bien sûr, ça n'existe pas, hein, mais c'est pour vous donner les deux extrêmes. Eh bien, vous paierez le même prix, 10 euros. Donc on a intérêt à faire une pub très attractive, très sympathique, très cliquable pour que les gens aient envie de cliquer dessus. Puis la dernière méthode d'achat, c'est le CPA, coût par action. Et dans le terme de action, ben vous mettez ce que vous voulez. Dans le terme de action, ça peut très bien être une vue complétée, un formulaire, une inscription, un téléchargement, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez très bien dire, par exemple, pour moi l'action, et là vous allez comprendre que ça va coûter très très cher, pour moi l'action, je vends des voitures, pour moi l'action c'est les gens qui ont acheté une voiture chez moi. Donc je ne paye que pour les personnes qui achètent une voiture. Donc là, bien sûr, votre CPA, vu que vous vendez une voiture, on va dire 20 000 ou 25 000 euros, votre CPA va être très très élevé, ça va vous coûter très très cher, puisque vous ne payez que lorsque la personne achète une voiture. Je vous ai pris un cas extrême, hein. Ce cas n'existe pas, ou à ma connaissance, il n'existe pas. Mais le CPA, c'est vous payez pour une action. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi j'organise un webinar, je ne paye que pour les gens qui s'inscrivent au webinar. Moi j'organise une conférence, je ne paye que pour les gens qui viennent assister à la conférence. Moi je fais, je sais pas quoi, ce que vous voulez, je vends un livre, je ne paye que pour les gens qui téléchargent l'aperçu du livre. C'est vous qui définissez l'action. Et bien sûr, quand vous définissez l'action, ben, plus l'action est compliquée, plus on vous fera payer cher pour cette action. Donc là, vous avez les trois grands types de paiement. Je vous les rappelle très brièvement. Le PPC, Pay Per Click, le CPM, coût pour 1000, ou le CPA, coût par action. Et c'est vous qui définissez les actions. Maintenant, on peut acheter de la pub, et vous le savez mieux que personne, on peut acheter de la pub sur différents espaces. On peut acheter de la pub sur un site internet d'un média, d'un blogueur, d'un influenceur. On peut acheter de la pub qui va s'afficher sur un mobile, à l'intérieur d'une application ou à l'intérieur d'un jeu. On parle de in-app ou in-game, et c'est du mobile. On peut acheter de la pub dans des médias sociaux, à travers Meta par exemple, pour ne citer que. On peut acheter de la pub aussi dans des vidéos avec ce qu'on appelle du in-stream. Alors la vidéo du début, la vidéo, on appelle ça du mid-roll, du pré-roll, du mid-roll, ou à la fin de la vidéo. Et on peut aussi acheter, notez bien ces deux derniers éléments ici, on peut aussi acheter, hop, avec le doigt, c'est pas facile, en CTV, ça veut dire Connected TV, et en DOOH. Le DOOH, c'est le Digital Out of Home. C'est tous les écrans qui ne sont pas à nous, donc pas notre téléphone, pas notre laptop, mais quand vous allez dans la rue, il y a un écran de la mairie, c'est du DOOH. Quand vous allez à la pharmacie, il y a un écran à la pharmacie, c'est du DOOH. Pareil dans les gares, les aéroports, pareil dans des centres commerciaux, pareil dans différents endroits. Dès qu'il y a un écran que vous regardez autour des kiosques à journaux, autour des, ce qu'on appelle à Paris les colonnes Maurice, tous ces écrans digitaux, dans le métro par exemple, tous ces écrans digitaux qui ne vous appartiennent pas, eh bien c'est ce qu'on appelle du DOOH, et le leader mondial du DOOH, il s'appelle Jesse Decaux, c'est un Français, Decaux, qui est juste à côté de chez moi ici, et qui est le leader mondial du DOOH. Et donc on va acheter, alors retenez aussi ce terme, il est assez, encore une fois, assez spécifique, assez important, mais encore une fois, c'est important que vous preniez le bon vocabulaire de ce métier-là. Ce que vous allez acheter, c'est ce qu'on appelle un inventaire.
vous allez acheter, vous allez dire à quelqu'un, quel est ton inventaire? Qu'est-ce que tu peux me vendre? Il va vous dire, voilà, j'ai tel inventaire, tel inventaire, tel inventaire ou tel inventaire. Quand vous achetez des mots-clés, il y a des inventaires de mots-clés et vous allez mettre des enchères sur certains mots-clés. Et puis, ça peut être du display ou des vidéos. Ça peut être en fait, tous ces éléments-là, tous ces formats font partie de l'inventaire et on retrouve ce que j'ai déjà dit précédemment. Hein. Le display, c'est tous les affichages que l'on voit qui sont sur des sites web ou sur des réseaux sociaux. Toute la télé connectée, alors la télé connectée, attention, c'est la Smart TV, c'est la télé qui est connectée à travers une box, à travers des applications qui sont sous Android, sous Samsung, différentes choses, de la vidéo, du Native Ad, j'en ai pas encore parlé, j'en parle tout à l'heure, du DOOH, j'en ai déjà parlé, du podcast audio, ou de l'audio tout simplement, de la radio ou du podcast audio, et bien sûr du mobile et de l'application. Donc voilà les différents formats qui sont achetables et je vous ai mis des définitions de chacun des formats. On ne va pas les regarder en détail, je vous laisse les lire tranquillement. Encore une fois, il n'y a pas de quiz sur cet épisode-là. Le quiz aurait été effectivement très technique et très compliqué. Mais le champion de la vidéo, c'est bien sûr nos amis de chez Netflix et nos amis de chez YouTube. Les champions, je n'ai pas dit ce que c'était de native advertising, mais je vous laisse lire ici ce qu'est le native advertising. C'est de la pub qui ressemble à un article classique. C'est Taboola. Alors, personnellement, Taboola, je les déteste. C'est la boîte la plus nocive du monde, selon moi, mais ça n'engage que moi. Toutes les pubs qui sont faites, pas toutes les pubs, mais une partie des pubs qui sont faites sur podcast audio viennent de chez Acast ou de chez Ocha. Pareil pour le mobile, pareil pour le CTV, c'est Roku. Pareil pour le DOOH, c'est JCDecaux. Et pareil pour le retail media, j'en ai pas encore parlé, mais je vais le définir un petit peu plus tard. Alors, on fait un petit point maintenant sur cet inventaire. Et on va utiliser un site que vous connaissez bien, enfin j'espère, il n'y a pas de raison que vous ne le connaissiez pas, mais c'est valable sur n'importe quel média ou n'importe quel site ou n'importe quel blogueur ou n'importe quel type de magazine. Il y a des articles qui sont des articles tout à fait récents et que les gens vont regarder en majorité, et puis vous avez des vieux articles. Et c'est ce qu'on appelle la composition totale de l'inventaire. Si on prend le site de l'équipe, par exemple, alors l'équipe, il y a des sites, désolé, hein, je ne connais pas grand-chose en sport, et encore moins en événements sportifs, parce que autant je suis un grand sportif par l'action, mais je regarde très peu le sport, je préfère le pratiquer, donc je ne connais pas bien les événements, mais néanmoins, je sais qu'il y a eu les JO il n'y a pas très longtemps, donc sur le site de l'équipe, il y a plein d'articles sur les JO que tout le monde va regarder parce qu'ils veulent savoir qui a gagné la médaille en ceci ou en cela, quel est le tableau des médailles des pays. Et donc, on va appeler ça, ce sont des articles chauds. Ce sont des articles que tout le monde veut voir. Donc, bien sûr, l'équipe peut vendre de l'espace publicitaire autour de ces articles très récents et très intéressants sur les sujets d'actualité. Mais vous le savez, le site de l'équipe, ils ont aussi des articles sur un truc très très vieux, le marathon de Paris de 2002. Il y a un article, je suis sûr, sur le site de l'équipe qui parle du marathon de Paris 2002. Mais combien de lecteurs vont lire, prenons la date d'aujourd'hui, 26 février, combien de lecteurs vont lire l'article sur le bilan des JO 2026 et combien de lecteurs vont lire l'article sur le marathon de 2002 ? Admettons qu'il y ait, n'importe quoi, je ne connais pas les chiffres, 10 000 personnes qui lisent l'article sur le bilan des JO 2026. Pour 10 000 personnes qui lisent l'article sur les JO 2026, il va peut-être y avoir une personne par semaine qui va lire l'article sur le marathon 2002 de Paris. Et c'est ce qu'on appelle, en termes d'inventaire, parce que là on parle d'inventaire, c'est ce qu'on appelle
encore une fois un terme technique, hein, le long tail. Le long tail, ce sont des articles sur des sujets périmés, mais néanmoins indexés, et néanmoins il y a des lecteurs pour ce type d'article. Un journaliste ou quelqu'un qui serait intéressé pour faire une rétrospective de tous les gagnants français du marathon de Paris depuis 25 ans pour faire une étude, il va regarder l'article du marathon 2002, du marathon 2003, du marathon 2004. Et donc, il y a aussi un public pour ce qu'on appelle le long tail. Mais vous l'avez compris, les quantités et le nombre de personnes qui lisent ces articles est très limité. Et c'est ce qui va intéresser l'équipe. L'équipe, ils n'ont pas de mal à commercialiser la une de l'équipe. Ils n'ont pas de mal à sponsoriser ou à mettre de la pub sur les 3 articles sur la Coupe du monde de football aux États-Unis qui va arriver, sur le championnat de France de ceci qui est en train d'arriver, sur l'équipe de foot qui a fait tel résultat spectaculaire. Ça, ils vont vendre la pub sur ces articles parce que tout le monde va l'acheter. Mais qui va acheter une pub sur l'article du marathon 2002? Personne. Et vous comprenez que c'est pour ça que l'équipe va vendre non pas un espace publicitaire, mais une audience en disant « Moi, je vous vends un lecteur compris entre hommes, compris entre 35 et 45 ans, qui habite une grande ville avec un pouvoir d'achat de plus de, on va dire, 55 000 euros par an. » Et que ce lecteur, il vienne voir l'article hyper populaire, l'article sur le Tour de France ou l'article sur le marathon 2002, moi qui vends des voitures ou qui vends des baskets ou qui vends du sportswear, je m'en moque qu'il voit ma pub sur le marathon 2002 ou sur les JO ou sur la Coupe du monde de football ou sur n'importe quel autre événement. Ce que je veux, c'est toucher cette personne. Et bien donc, vous comprenez pourquoi ici, il y a ce système de mise aux enchères qu'on va voir maintenant sur l'inventaire publicitaire avec ce qu'on appelle ici la tête, le head. Et donc dans le head, il y a bien sûr les articles les plus demandés et qui ont le plus de traction. Et puis il y a le torse au milieu et puis il y a la long tail avec la niche tout en bas des articles qui sont demandés que une fois, 2 fois ou 3 fois par semaine. Mais c'est pas grave parce que si j'ai 1000 articles qui ne sont demandés que 3 fois par semaine et un article qui est demandé 1000 fois par jour, ça fait les mêmes chiffres, à peu près. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'achat d'espace, c'est qu'on ne va pas acheter un emplacement publicitaire à côté de tel ou tel article, on va acheter le fait qu'un lecteur qui soit dans la cible qu'on a définie, si je suis Carglass, je vais demander une certaine cible, si je suis Nespresso, je veux demander telle cible, si je suis Nike ou On Running ou Reebok ou Lululemon, je vais demander telle autre cible. Et peu importe que cette cible, elle arrive sur tel article ou tel article, ce qui compte, c'est que je puisse les toucher. Et c'est ce qui va nous amener vers le sujet extrêmement complexe, j'ai déjà dit que c'était complexe, mais ça l'est réellement, de l'ad tech, advertising technology, du programmatique et du ad exchange. Et tout ce que l'on va voir ensemble maintenant fait partie de ce monde-là avec du RTB, encore une fois très compliqué. Le RTB, c'est le Real Time Bidding. Ne vous trompez pas sur la prononciation de bidding, ça se dit bien bidding, et to bid, verbe irrégulier en anglais, c'est enchérir. Donc real time bidding, c'est des enchères au temps réel pour que les choses puissent s'acheter. Donc
le programmatique et cette fameuse advertising technology, c'est des achats automatiques, optimisés en termes de prix, ce sont des enchères, pour que nous puissions, en tant que marque, montrer le bon message publicitaire à la cible que nous avons tout simplement choisie. Donc voilà le grand principe de ce programmatique et ad exchange avec une grande division, et là vous allez comprendre la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous allez comprendre la, les craintes justifiées de la googlisation du monde et de la prédominance des plateformes mondiales sur nous. On a le Walled Garden et le Open Web. Le Open Web, c'est tout ce qui est accessible à n'importe qui. Donc, je parlais du site de l'équipe. Ben, le site de l'équipe, c'est de l'Open Web. Le site de Doctissimo, c'est de l'Open Web. Les sites divers et variés sur lesquels il y a de la pub, c'est de l'Open Web. Mais attention, il y a toute une autre partie du web qu'on appelle walled garden, donc qui n'est pas open, qui est walled garden, qui est protégé par un mur. Et ce walled garden, c'est toutes les plateformes. Et au premier rang desquelles, par exemple, un Netflix, un YouTube, un Instagram, un Facebook, un Google si on veut. Donc tous ces sites sur lesquels on ne peut pas aller acheter de la pub directement. Il faut passer par le système de YouTube pour acheter de la pub sur YouTube. Il faut passer par le système de Meta pour acheter de la pub sur Meta. Il faut passer par Netflix pour acheter de la pub sur Netflix. Et un des plus gros endroits, on va en parler dans quelques minutes, un des plus gros endroits où on achète de la pub, c'est bien sûr, on a déjà parlé quand on parlait du search, du retail média, un des plus gros endroits où on achète de la pub, c'est bien sûr sur Amazon. Et Amazon, c'est un walled garden, c'est un jardin fermé qui est gardé par Amazon. À la fois, il faut être logué sur Amazon pour acheter des produits Amazon. Ça paraît logique. Mais si vous voulez faire de la pub pour vos produits sur Amazon, eh bien, il faut passer par la plateforme d'Amazon. On ne peut pas passer par n'importe quoi. Et alors attention, ça fait mal aux yeux. Vous allez voir maintenant le système d'achat en temps réel avec des termes extrêmement complexes, mais encore une fois, il n'y a pas moyen de les éviter. Mais si vous avez bien compris ce principe Walled Garden et Open Web, vous allez comprendre peut-être un peu mieux ce système où vous avez de ce côté-là les différentes marques qui ont des messages publicitaires, qui font appel à des agences de pub, et ces agences de pub mettent leurs besoins dans ce qu'on appelle une DSP. Alors, retenez ce terme, parce que c'est le terme consacré, il est un peu technique, qui veut dire Demand Side Platform. Et cette Demand Side Platform, elle va aller sur la Ad Exchange de la pub. Et qu'est-ce qu'il y a sur la Ad Exchange de la pub ? Eh bien, il y a la SSP, la Supply Side Platform. Vous voyez que la SSP, c'est le pendant de la DSP. Qu'est-ce qu'on met dans la SSP ? On met tout l'inventaire que je vous ai exprimé précédemment, l'inventaire web, long tail, les applications, les jeux, les vidéos, la long tail, les ad serveurs. Et d'où vient tout cet inventaire ? Ça vient des médias, des sites des propriétaires de sites, et puis ça vient de plateformes comme Meta, Google, Amazon. Et donc tout ça, ça rentre dans l'inventaire, ça rentre dans la DSP, c'est mis aux enchères dans la Ad Exchange, et c'est la DSP qui va aller acheter et qui va finalement, et vous voyez là, c'est le public là-haut, c'est les personas, c'est le public qui va voir un affichage sur son mobile, un affichage sur son desktop, un affichage sur son laptop, un affichage sur sa tablette, etc. etc. Donc ça, c'est le principe d'achat d'espace en temps réel et aux enchères.
Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur ce système-là, mais je ne vais pas développer parce que ça devient très technique et puis ce ne sera pas votre métier d'être acheteur d'espace en temps réel. Donc je vais passer, non pas rapidement, s'il y a des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre, mais sachez que c'est un monde extrêmement complexe et extrêmement technique sur lequel il faut avoir beaucoup d'informations. Et donc, il y a plusieurs manières de travailler dans ces systèmes-là. Il y a un système qui est totalement open, que je vous ai évoqué précédemment. Il y a un système privé, c'est des plateformes donc premium et privé. Et puis vous avez un système qui est un système de négociation non automatique. Ici, les preferred deal, c'est une option non automatique qui nous permet d'acheter des choses bien spécifiques. Encore une fois, je ne vais pas développer plus, c'est très technique, j'ai mis pas mal d'informations, je vous laisse les lire. Mais si on prend juste par exemple, et là il y a des vrais spécialistes, hein, je ne suis pas un vrai spécialiste de cette matière, je sais me servir de tout ça, mais je ne passe pas 10 heures par jour sur les outils que vous avez au tableau. Il y a des personnes, je vous remets la précédente, il y a des personnes qui passent leur journée entière sur Google Ads, Google Ad Exchange, Google Marketing Platform, Google Data Studio, Google Analytics, 4 bien sûr, et Gemini, et pourquoi pas la Google Search Console. Donc moi je connais chacun de ces outils, je les utilise à l'occasion, mais je ne suis pas un spécialiste. Il y a des personnes qui passent 10 heures par jour sur GA4. Et GA4, c'est pas un jeu, hein, c'est Google Analytics 4. Et il y a des personnes, encore une fois, qui sont spécialistes de ce qu'on appelle le Performance Max, qui est un outil de chez Google qui permet d'optimiser la présence de ces pubs sur tous les systèmes que vous voyez ici. Alors encore une fois, je ne vais pas vous abreuver de détails, hein. Il y en a dans les slides, je ne vais pas vous abreuver de détails. Ça, c'était pour Google. C'est la même chose pour Meta. C'est la même chose pour LinkedIn. C'est la même chose pour TikTok. Ils ont tous ces walled gardens. Ils ont tous leur système dans lequel on va acheter de la pub. Mais c'est toujours de la pub en temps réel aux enchères. Et donc on a ce fameux, maintenant vous avez compris à quoi ça correspondait, ce ad technology. Vous comprenez que c'est un monde très technique, que cette publicité programmatique, que cette publicité digitale, c'est très compliqué. Il faut se faire aider par une agence de pub et on peut être au deux bouts de la ad tech. On peut être soit chez une marque en train d'acheter de la publicité pour que notre message soit vu par nos audiences. Et on peut à l'inverse, et je pense à vous les sportifs, on peut à l'inverse être à l'autre bout de la chaîne et dire voilà, moi j'ai un espace dans lequel je vends de la pub, et je mets ma pub en vente aux enchères parce que j'ai 1000 visiteurs par jour, donc 30 000 visiteurs par mois, qui ont certaines caractéristiques qui peuvent intéresser telle ou telle marque. Et donc, je suis à l'autre bout de la chaîne de la tech. Je vais vous remontrer le schéma, désolé, il est pas très sympathique, mais vous pouvez soit travailler ici chez l'annonceur et dire je cherche à faire de la pub, soit vous pouvez vous-même être ici le site publisher, vous avez un blog sur votre spécialité, vous avez 30 000 visiteurs par mois et vous mettez votre site dans un inventaire qui va passer dans une SSP et qui va pouvoir être acheté aux enchères par une personne qui est intéressée par votre site. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite d'en arriver là, mais vous pouvez être aux deux bouts de la chaîne, hein. Soit c'est vous qui voulez faire de la pub, soit c'est vous qui proposez de l'espace publicitaire. Et donc il y a le ad tech dont on vient de parler, qui est de l'achat programmatique d'espace publicitaire, et puis le martech qui est un autre type d'automatisation et qui permet d'automatiser d'autres choses. Donc,
Juste pour vous montrer l'ambiance, cette slide n'est bien sûr pas lisible, hein, en plus elle date, vous voyez, elle date de 2022, donc elle est très vieille, mais c'est le Marketing Technology Landscape, c'est tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a sur les outils marketing que l'on peut utiliser. Moi, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui sont mes outils quotidiens avec la Google Search Console, Data Studio, Mixpanel, Funalytics, on en a déjà parlé la semaine dernière, Amplitude, qui sont des logiciels de marketing qui permettent de faire pas mal de choses dans le domaine de l'automation avec N8N, dans le domaine du data, de la CDP, du CRM. Je pense que vous connaissez un peu tous ces termes. C'est ce qu'on appelle des stacks. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce terme de stack. Une stack en anglais, c'est une pile. Et quand on parle de stack technologique, c'est quelle est la liste des outils techniques que tu utilises. Et donc, on appelle ça une stack Martech. Encore une fois, désolé, c'est des termes très techniques. Et donc là, dans les IA, vous avez certains outils d'IA que vous utilisez. Dans le CRM, on peut utiliser certains outils. Moi, je suis spécialiste HubSpot, Pipedrive et Odoo. Dans les CDP, pareil, il y a des CDP, Customer Data Platform, qui sont spécialisés. Dans les data, dans l'automation, je vous parlais de N8N, c'est un site extrêmement intéressant, N8N, mais il y a aussi Zapier, Make, IFTTT, des logiciels de formulaire aussi, puis dans l'analytics, Google Search Console et Google Analytics 4. Ça, c'est la stack Martech qui va vous permettre de gérer ce qu'on appelle des données première partie, deuxième partie. Alors, on le prononce plutôt à l'anglais, on parle plutôt de first party, second party, third party, il y a plein de choses par rapport à ça. Ça, c'est le nom du site sur lequel vous trouvez les fameux outils marketing. Il s'appelle Chief Martech et vous avez la Martech Map que vous pouvez télécharger si vous voulez. Alors, un petit focus dans les 10 minutes qui nous restent sur 2-3 outils intéressants. Le premier, c'est le Retail Media. J'en ai déjà parlé quand on a parlé de SEO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande équation, il y avait SEO plus SEA plus SMO plus ASO plus local plus retail media. Pourquoi le retail media? Parce que c'est le troisième endroit où on fait le plus de recherches. Premier endroit, c'est Google, deuxième, c'est YouTube, troisième, c'est Amazon. Donc, le troisième endroit où on fait le plus de recherches, c'est logique que puisque les gens font des recherches, les annonceurs cherchent à mettre leurs produits en avant. Et c'est ce qu'on appelle le retail media avec des petites choses à savoir sur le retail media. Le leader, c'est bien sûr Amazon, mais il y a du retail media chez la Fnac, chez Sephora, chez Darty, chez Decathlon, bien sûr. Et voilà quelques informations sur le retail media. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de DOOH. Alors encore une fois, on ne va pas faire le détail du DOOH, mais c'est tout l'affichage de chez Jessie Deco avec les abribus, les sucettes, les kiosques. Donc on a la chance d'avoir un leader mondial du DOOH, mais aussi tous les centres commerciaux, tous les aéroports, toutes les gares, tout le métro. Il y a différents réseaux, donc le plus grand c'est Deco, mais il y a plein d'autres réseaux. Et ça, c'est tous les écrans, ce sont des écrans sur lesquels les publicités peuvent être contextualisées en fonction de l'heure. Donc on se doute bien que le matin à 8h, c'est les gens qui vont travailler. On se doute bien que le matin vers 10h30, c'est des personnes qui vont faire leurs courses. On se doute bien que le soir, le jour de semaine, vers 19h, c'est les gens qui rentrent du boulot. Et donc, en fonction de l'horaire, en fonction de la météo et en fonction de plein d'autres choses, eh bien, l'écran va afficher telle ou telle pub parce que il va faire ses calculs, il va faire son choix. Et c'est pour ça que ça rentre dans ce qu'on appelle l'affichage digital. C'est que il va être variable en fonction, c'est ce que vous dit cette pub ici, là, cette publication est 100%
data driven. Vous voyez, le data driven, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est géré par la data. Et là, vous avez quelqu'un qui enfile ses sneakers, bah, peut-être que c'est une pub qui va s'afficher le samedi à 10 h, parce qu'on pense, avec un taux d'erreur bien sûr, hein, on pense que le samedi à 10 h, c'est le moment où les amateurs, je ne parle pas de vous les sportifs, c'est le moment où les amateurs comme moi, ben, on va faire notre petite séance de running hebdomadaire, et donc ben, voilà, on vous affiche les sneakers à cette heure-ci. Encore une fois, hein, je cite ça sans aucune connaissance précise des horaires. Autre sujet, la CTV. Alors ne pas confondre la CTV, la Connected TV, avec la télé traditionnelle que vous connaissez chez vos grands-parents, qui est la télé, on l'appelle hertzienne ou on l'appelle linéaire. C'est donc du TF1 et du M6 avec le programme, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs, hein, qui est affiché dans Télé 7 jours ou dans Télé Loisirs, avec les heures précises de diffusion des choses. Ça, c'est l'ancienne télé. La télé linéaire. Aujourd'hui, on est passé à la CTV avec des Smart TV qui vont nous permettre de transformer la télé, vous le savez, hein, en un véritable ordinateur avec ce qu'on appelle du fast. C'est de la télé qui est accessible en replay avec des applications. Et là, il y a des pubs qui vont s'afficher, mais vous avez compris, si vous avez deux voisins qui ont la même Smart TV et qui regardent le même programme, même s'ils sont voisins au même moment, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas avoir la même pub. Parce qu'il y a un voisin, c'est une famille avec 3 enfants, et puis le voisin, c'est une personne seule qui n'a pas les mêmes revenus et qui n'a pas les mêmes besoins. Donc on n'aura pas la même pub. Et puis autre type de pub que j'aime beaucoup, qui s'appelle la... C'est pour ça que je vous l'ai mis d'une forme un peu spéciale. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire par cette forme-là. C'est ce qu'on appelle de la pub native, native ad, native advertising. Et c'est de la pub qui ressemble à un article. Donc on ne fait pas la différence entre de la pub et de l'article. C'est un article, ça ressemble à un article. Pardon, ça ressemble à un article, ça ressemble à une information, sauf que c'est pas une info, c'est de la pub qui est payée par l'annonceur, mais ils ont payé pour que ça prenne, ça ressemble le plus possible à un article. Bien sûr, il faut qu'il y ait la mention publicité dessus. Un petit récap global sur les risques, les évolutions et le juridique au-dessus de toute cette ad tech. Bien, le risque principal, c'est ces problèmes de fraude et de visibilité. C'est aussi un problème de ce qu'on appelle ici, vous l'avez là, le brand safety. Si vous êtes une marque de voiture, vous voulez toucher des hommes 35-45 ans, mais peut-être que vous ne voulez pas que votre pub de voiture s'affiche sur un site d'alcool, ou sur un site pornographique, ou sur un site politique qui parle d'extrême, droite ou gauche, peu importe, mais peut-être que vous ne voulez pas que votre marque de voiture soit affichée à côté de tel ou tel genre de choses. C'est ce qu'on appelle la brand safety. Vous voulez de la sécurité pour votre marque et vous ne voulez que votre pub ne s'affiche que sur des sites que vous jugez sans souci, sans problème, donc du sport, du lifestyle et différentes choses. Et je vous passe les détails sur l'évolution qui va être assez technique aussi, assez importante. Je vous ai proposé, on ne va pas le lire ensemble, mais un petit glossaire avec les termes ad exchange, ad server, ad tech, et puis qui se termine par walled garden, viewability, third party cookies, SVOD, et puis le contraire de la SVOD. SVOD, c'est la subscription Video on Demand, c'est donc du Netflix ou du Disney, et le contraire c'est l'AVOD, Advertised Based Video on Demand, et là typiquement c'est du YouTube. Donc voilà, vous avez un glossaire, je ne vais pas le développer ici, et puis comme d'habitude on finit par une fiche récapitulative
avec ce fameux Open Web Walled Garden, les différents formats, le RTB, Real Time Bidding, Connected TV, CPC, CPM, CPA. On passe d'un achat d'espace à un achat d'audience. L'OTT, j'en ai pas parlé, ça veut dire over the top. C'est toute la pub qui passe par... c'est toute la télé qui passe par les réseaux. Le système central, d'un côté la DSP, Demand Side Platform, de l'autre côté la Supply Side Platform, et puis au milieu, le Ad Exchange en RTB. Donc voilà le petit récap complet sur ce cours avec, comme son nom l'indiquait, hein, la publicité digitale, la advertising technology, j'y ai rajouté le marketing technology, donc voilà un cours un peu technique, un peu complet sur le AdTech, MarTech, RTB, Real Time Bidding. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop perdu dans ce cours-là. C'est effectivement beaucoup de mots un peu complexes, mais c'est complètement nécessaire si on veut comprendre le monde publicitaire dans lequel on vit. Et puis, si vous voulez un peu mieux comprendre toutes les publicités auxquelles vous êtes soumis, et pourquoi pas, dans le sens contraire, toutes les publicités, tous les espaces publicitaires que vous pouvez proposer aux personnes qui vous achèteront de la publicité un jour. Donc ainsi s'achève l'avant-dernier cours, on est sur le cours numéro 9. Bonne nouvelle, il n'y a pas de quiz sur ce cours et on se retrouve la semaine prochaine pour le cours numéro 10 où on parlera de Creator Economy, un cours absolument passionnant et parfaitement applicable à chacun de vos cas personnels. Bye bye, à bientôt.